Merci d'être présent pour ce petit webinar autour du développement augmenté par l'IA. Donc, ça va être sous forme de REX, un retour d'expérience, mais on va aussi parler de retour plutôt d'expérimentation. C'est quelque chose d'assez récent au final, le développement augmenté par IA. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a pu faire avec Selim autour de tous ces sujets. Donc, d'ailleurs, Selim, je te laisse te présenter. Oui, alors, donc, enchanté déjà, je suis un développeur full stack chez Ipon dans la pratique software engineer. Et récemment, je suis devenu aussi coach en développement augmenté. D'ailleurs, en ce moment, je suis dans une mission de coaching sur le développement augmenté. Et cela parce que j'ai eu en partie une bonne expérience sur l'utilisation de l'IA depuis notamment autour de juin, juillet de l'année dernière. Et je te laisse la main, Hippolyte. Ouais, alors Hippolyte Dury, moi je suis chez Ipon à Lyon, contrairement à Céline qui est à Paris. Moi je suis chez Ipon depuis une petite dizaine d'années. J'ai fait beaucoup de choses autour du développement, donc à la fois du développement full stack pur, mais aussi des missions d'accompagnement d'équipe, du coaching, et beaucoup autour des notions de software craftsmanship. Donc on va beaucoup parler de craft si jamais ça ne parle pas à quelqu'un. En gros, le principe du craftsmanship, c'est un ensemble de méthodologies qu'on met en place sur nos projets de développement pour essayer d'avoir le code le plus qualitatif possible, le plus clean possible. Le but, ça va être de réduire le nombre de bugs potentiels, d'avoir une meilleure robustesse, une meilleure maintenabilité. Donc, c'est un mot, voilà, le software craftsmanship. Et moi, j'apporte souvent cette expertise dans les projets avec ou maintenant, enfin, sans et maintenant avec IA. Donc, avec Ipon, on a donc pris ce virage vraiment de l'IA autour du développement. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment le développement. Et on a justement un gros historique sur ce côté craftsmanship. Et en fait, nous, ça nous a paru totalement naturel en fait, de finalement intégrer l'IA pour automatiser tout ça, mais toujours vraiment avec ce recul de qualité. Donc, on peut le résumer un petit peu sur ce graphe. On se rend compte que même avant qu'il y ait de l'IA, si on ne faisait pas de craft, en fait, on va avoir des problèmes de robustesse, de maintenabilité, on va avoir un time to market très lent et une évolutivité faible. Et au final, ça va coûter cher, donc à la fois au démarrage du projet, mais surtout lors de la mise à l'échelle. Donc déjà, si on utilise le craft sans IA, en fait, c'est déjà ce qu'on faisait pendant des années, ça fonctionnait très bien. Mais maintenant, grâce à l'IA, on va pouvoir aller beaucoup plus vite, vraiment booster complètement notre développement, toujours en restant maître finalement de ce qui est produit, de la qualité. Et il y a surtout un piège a priori à éviter, c'est l'aspect aller à fond dans le développement augmenté avec l'IA, mais en oubliant totalement cet aspect craft. Voilà. On parle par exemple parfois de vibe coding, des personnes qui se lancent à fond dans le développement avec IA, mais qui n'ont pas forcément le recul nécessaire sur la qualité, et ça peut impliquer quelques problèmes dont on parlera par la suite. Donc vraiment ce gros focus craft qui vient de loin chez nous, chez Ipon, mais qui est toujours vraiment primordial avec cette nouvelle notion d'IA. Donc on a parlé pas mal de choses autour de ça. Vous pouvez retrouver beaucoup de choses sur le blog Ipon sur ces aspects-là, vraiment très développement augmenté par IA. Et on a écrit notamment aussi un livre blanc qui s'appelait Le futur du dev boosté à l'IA générative. Donc on parlait du vibe coding à une nouvelle notion qu'on a appelée le prompt driven development, qui s'appelle aussi driven development dans la littérature. Mais on va trouver aussi parfois du spec driven development ou d'autres termes, mais c'est vraiment basé sur comment le craft va venir booster ce développement par IA. Donc, si vous le relisez aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont plus forcément d'actualité, où on va aller beaucoup plus loin, par exemple dans ce retour d'expérience ou dans certains articles plus récents. Dans la même trempe, on a fait une conférence qui a été la plus vue. C'est un sujet qui plaît, qui attire. C'est la vidéo qui a été la plus vue du Devox l'année dernière. Donc pareil, elle est intéressante, mais maintenant on va
beaucoup plus loin. Donc, c'est prendre toujours avec du recul et des pincettes. Voilà. Donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu d'e-point de ce qu'on faisait, donc on a aussi un IA Lab, on fait beaucoup de choses, mais surtout ce qu'on fait, ce qui est le plus important, c'est que on va vraiment, chez nos clients, mettre en place des choses, faire des expérimentations et regarder qu'est-ce qui marche pas, essayer de se trouver une méthodologie pour travailler avec cette IA un peu nouveau. Et donc là, le but maintenant, c'est qu'on fasse un retour sur ces projets. Ce qui va être intéressant, c'est que Céline et moi, on n'a pas du tout travaillé dans les mêmes projets, sur les mêmes missions, sur les mêmes produits. Et donc, on va pouvoir voir un petit peu les différences d'approche et voir comment on a réussi à découvrir tous ces sujets. Donc, Céline, je te laisse pour ta partie. Yes, alors donc de mon côté, j'ai eu un retour d'expérience à faire sur un client du secteur de la statistique. Donc c'était un projet de gestion de budgétaire, enfin de gestion budgétaire, et le contexte de l'équipe était un peu particulier puisqu'on était 2 développeurs, un front, un back. J'étais d'ailleurs celui qui était orienté front. Et on avait un PO qui était le DSI, donc c'était pas un PO classique, c'était pas un PO qui est full time sur le sujet. Mais ça s'est quand même super bien passé. Côté stack, on était sur du back Java et front React. On a utilisé aussi Sonar pour avoir de la visibilité sur la qualité de code qu'on générait. On a aussi les tests unitaires pour côté garde-fou, on va dire observation des régressions. Et sur la fin, on avait aussi du test end-to-end avec Playwright, qui s'est plutôt bien automatisé aussi sur la fin. Côté outillage, on était sur un outil dans l'IDE, Klein, pour ceux qui connaissent, mais ça marche à peu près comme tous les outils dans l'IDE. On a aussi utilisé Antigravity, on a profité de l'expérimentation gratuite. Et côté modèle, là où c'est peut-être plus intéressant et impactant, on a utilisé vraiment pratiquement tous les modèles occidentaux les plus connus. Pas de raison à avoir exclu les modèles chinois, si ce n'est que sur Klein, ça fonctionnait pas extrêmement bien. On a vu quelques soucis. Et Devstral Medium, c'est aussi un modèle très différent de tous ceux qui sont cités après. Parce que sur Devstral Medium, on est sur un modèle qui était un peu le modèle entrée de gamme. Enfin, il y avait Devstral Small aussi, mais Devstral Medium, on n'était pas sur le modèle State of the Art à l'époque. Et on l'utilisait pas exactement pareil. Par exemple, on évitait de lui laisser planifier comment il allait résoudre le problème qu'on lui donnait. C'était plutôt nous qui allons planifier comment on voulait qu'il règle le problème. Et ensuite, on le faisait coder. On avait d'autres modèles ensuite, donc Destral 2, Claude Sonnet 4.5, Opus 4.5 et Gemini 3 Pro. Donc des modèles qui sont capables de faire de la planification très intéressante, de développer sans trop générer de bugs, notamment Destral 2, Opus et Gemini 3 Pro. Donc on a vraiment un retour sur l'utilisation de tous ces modèles. Si un jour il faudrait partager un peu la connaissance là-dessus, on pourrait avec plaisir. Côté durée de mission, et c'est aussi là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on était sur un projet qui, au bout d'1 mois et demi, était en production. Donc en fait, sur le reste de la mission, 2 mois et demi de plus, on avait tout le temps des retours utilisateurs. Donc en fait, ce qu'on développait avec de l'IA, ça avait un impact sur les utilisateurs et potentiellement, si on n'arrivait pas à comprendre notre code, si on n'arrivait pas à comprendre les bugs que ça générait, on a eu de vrais problèmes parce qu'on avait des utilisateurs au bout. Donc c'est un retour d'expérience intéressant dans le sens où on pouvait vraiment pas faire n'importe quoi. C'était pas juste de l'expérimentation. Côté résultat, on était sur à peu près 180 tickets livrés. On avait beaucoup de features. On a à peu près 120 features réalisées. 38 000 lignes de code. Ça, c'est peut-être pas la stat la plus intéressante. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que côté front, on était sur environ 3000 statements Sonar et côté back sur environ 4500 statements. En gain de vitesse, on estime que par rapport à du développement sans IA, on a fait x3 à x5. Bon, en vrai, à certains moments, on était plutôt sur du x10, mais on va dire c'est plutôt une moyenne. Et le x3, c'était Devstral Medium, pour info, avec une utilisation quand même propre sur la partie système prompt. Il fallait vraiment cadrer les choses pour avoir cette vélocité. Très peu de bugs remontés en soi. On était sur 20 bugs remontés en 4 mois. On estime que c'est assez faible par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Et surtout, ces bugs, on était capable de rapidement les corriger puisqu'on lisait chaque ligne de code qu'on poussait.
On lisait pas tout le temps extrêmement à fond les tests, mais par contre, sur la partie code, on lisait vraiment chaque ligne qui était poussée. Enfin, côté next step, aujourd'hui, comme je l'ai évoqué au départ, on est parti sur du coaching avec ce client. Et la stratégie qu'on a décidé d'avoir, c'est qu'il fallait à la fois former au craft et au développement augmenté en même temps, en tout cas faire un rappel sur le craft, pour bien avoir en tête qu'il va falloir conditionner l'IA à une bonne utilisation, des bonnes pratiques. On a aussi considéré que ça pourrait être intéressant d'avoir un référent IA par équipe, pour avoir à la fin une communauté de champions qui vont discuter entre eux et faire de la veille sur le sujet de l'IA, parce que ça évolue très très vite. Donc ça va être important en fait, de continuer à suivre ce sujet sur le long terme, et donc d'avoir une équipe de personnes qui peuvent être dédiées à ça. Et enfin, une équipe phare de l'IA sur chaque région, avec pour objectif que cette équipe elle puisse diffuser les bonnes pratiques sur l'IA. Et je vais te laisser la main, Hippolyte, pour les 2 prochains Rex. Ouais, alors, donc moi, le premier Rex, c'est dans le secteur de la construction automobile. Donc là, on avait une équipe un peu plus grosse. C'était vraiment un projet très classique au forfait d'ailleurs, où on avait une équipe de 5 développeurs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un peu un mix de développeurs plus orientés data pardon, et plus des développeurs full stack qui avaient des connaissances craft. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il y avait un gros flux de données à gérer, donc c'est pour ça que c'était plutôt des personnes orientées data. Grâce à l'IA, en fait, on a réussi à trouver un terrain d'entente, à trouver un terrain de jeu où tout le monde a pu participer. Donc, ça va être par exemple un back-end en Python, où les développeurs full stack vont pouvoir venir apporter leur expertise vraiment plus de développement d'un serveur web, de la notion de craft, de comment faire les tests, de comment organiser son code, comment l'architecturer d'un côté, et d'un autre côté, l'expertise Python qui vient avec les développeurs data qui étaient présents sur ce projet. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que au départ, tous les développeurs full stack ne connaissaient même pas du tout Python. Et en fait, on a appris petit à petit justement ce langage et l'orientation plus data de ce serveur web. Donc la stack, c'était du Vue.js, du Python sur Azure. On a utilisé Copilot pour ce projet. D'ailleurs, c'est toujours en cours. Je vais arrêter de parler au passé. On utilise principalement les LLM de Claude, donc IQ, Sonnet, un petit peu Opus aussi, mais on essaye vraiment de limiter parce que Opus coûte beaucoup plus cher, notamment sur Copilot. Et en fait, une utilisation intensive d'Opus nous brûlerait tous nos tokens en quelques heures. On a aussi utilisé pas mal précédemment les LLM de ChatGPT, de Google, mais voilà, de plus en plus, on utilise ceux de Claude exclusivement pour leur performance. C'est un projet qui est toujours en cours. On est en production depuis le début de l'année. Et différents points clés. Donc, j'en ai parlé. En fait, ça nous a permis vraiment de tester cette méthodologie du prompt-driven development qui avait déjà été évoquée, par exemple, dans le livre blanc dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est un aspect très... L'IA est là pour nous épauler. C'est un nouvel outil très puissant, mais qui va nous permettre de développer avec nous, vraiment en collaboration. Ça nous a permis aussi de mettre des barrières, des normes dans la qualité de code, d'expliquer par exemple comment doit être structuré notre code, comment doivent être lancés les tests et quelle est la structure de notre pyramide de tests. Donc ça, finalement, c'était des choses qu'on mettait déjà en place auparavant, mais peut-être plus de façon tacite, une explication avec les autres personnes de l'équipe. Là, ici, on a beaucoup plus documenté cet aspect-là pour que le LLM puisse aussi en profiter. Et en fait, moi, j'aime bien voir cette notion de l'IA qui est un stagiaire boosté aux hormones. En fait, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui vient découvrir totalement le monde du développement et nos façons de travailler, de l'équipe en place. Et en fait, c'est
juste quelqu'un à qui on va venir apprendre des choses, mais qui va être vraiment boosté aux hormones parce qu'il va pouvoir aller beaucoup plus vite qu'un stagiaire et que nous. Voilà. Et autre particularité sur ce projet, c'est que ça nous a vraiment permis aussi un gros gain puisqu'on avait une développeur experience qui était vraiment pas idéale. Voilà, pour la petite histoire, on était sur une VM sur un VPN qui fonctionnait pas très bien, on ne pouvait pas utiliser tous les outils qui nous étaient nécessaires. Donc ça nous a permis notamment de gagner du temps sur certaines choses, voilà, d'être un peu plus efficace pour pouvoir justement répondre aux besoins du client. Donc ça, c'est la première expérience. Le petit nom de code que je vais lui donner quand j'en reparlerai, c'est cette notion de PDD, donc PDDV1, parce qu'on a une autre approche maintenant, mais voilà, vu qu'on est très originaux, on a opté pour le nom de PDDV2. Donc voilà, c'est un petit peu aller plus loin sur le PDD. Et en fait, ça, ici, c'était donc dans le secteur du recyclage automobile, mais cette fois, c'était beaucoup plus un bac à sable, une expérimentation vraiment de qu'est-ce que pouvait être le développement augmenté de demain. On s'est vraiment dit, est-ce qu'on peut complètement ou quasiment complètement laisser les rênes du développement au LLM? Donc pour ça, en fait, on était dans une équipe de deux. Un expert dev augmenté, donc c'est celui qui a écrit le livre blanc, Louis, et moi qui suis donc plus expert vraiment sur la partie craft. Louis d'ailleurs, il n'est pas forcément développeur full stack expérimenté, il est plus développeur aussi data pour le coup. Donc il connaît deux, trois choses, mais par exemple des notions avancées de Vue.js, de Storybook, de AWS, il va être un peu moins expert. Donc c'est là où on a pu vraiment tester à quel point l'IA peut nous aider. Et donc pour ça, on a pris des abonnements Claude Max pour vraiment aller au bout des choses, euh, donc à 200 $ par mois, et de voir jusqu'où on pouvait aller sur cette méthodologie-là, tout simplement. Donc on avait une enveloppe de 20 jours pour réaliser un MVP. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis très mauvais. Ça fait 15 ans que je fais du dev, mais je suis toujours très mauvais pour essayer d'estimer le temps que prennent les choses. Donc, en anticipation, combien de temps ça va nous prendre, ou même combien de temps ça nous aurait pris pour faire la même chose sans IA. Mais j'estime que si on avait dû le faire voilà, dans les conditions de 2021, je pense que ça nous aurait plutôt pris entre 6 et 12 mois de faire exactement la même chose. Et là, en 20 jours, on a pu avoir le MVP complet. Moi, j'étais ici pour deux choses. C'était pour essayer de guider Louis et le LLM justement sur toute notre expertise craft, donner les règles du jeu pour que du code soit de qualité. Et j'étais aussi là pour venir apporter mon tampon justement de développeur senior, de dire voilà, le code est de qualité ou quelle partie du code il faut retoucher. Et donc, notre approche, c'était vraiment aller au plus possible dans le workflow 100% automatisé. Donc, il y a eu un gros travail déjà de mise en place autour de tout ça et à la fin, de dérouler les stories pour arriver à MVP. Voilà. Donc, ça, le petit nom de code, je vais utiliser le PDTV2, par exemple. Donc voilà, on a fait maintenant une présentation vraiment de nos différents projets. Maintenant, on voulait un peu avoir des échanges croisés, parce qu'on a la chance justement avec Selim d'avoir travaillé sur des choses complètement différentes, d'avoir une vision différente. Et le but, c'est un peu d'avoir une sorte de débat, mi-présentation, mi-débat sur différentes thématiques. Donc on va parler de qualité, de responsabilité, de risque, et en fait tout ce qu'on a appris sur le terrain. Et attention, disclaimer, on n'a pas du tout la science infuse. C'est nous notre ressenti aujourd'hui, le 16 avril 2026. Si on refait la même chose dans un an, je pense qu'on a sûrement des postures différentes. Et voilà. Donc ça, d'ailleurs, ce sera intéressant. Céline, je te donne rendez-vous 16 avril 2027 pour faire la même chose sur nos différentes nouvelles expérimentations. Alors, le thème 1, sur la qualité et la vitesse, comment on a réussi à tenir les deux. Je te lance sur le dance floor, Célim, sur le choix du LLM. Yes, alors sur le choix du LLM, nous, on était sur un peu sur une expérimentation de à quel point on peut aller loin avec le développement augmenté, et on a testé beaucoup de modèles. Et surtout, on a compris que chaque modèle avait ses forces, ses faiblesses. Mais si vous deviez choisir un modèle, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le modèle, il a un coût qui est différent.
Pour information, vous allez avoir deux types de coûts. Vous allez avoir les coûts de l'input, c'est les informations que vous donnez au LLM, et le coût de l'output, c'est les informations que le LLM vous donne. Et c'est pas du tout le même coût. Vous avez aussi un autre type de coût, c'est qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui vont avoir une capacité sur la fenêtre de contexte, on en parlera juste après, mais une quantité de 200 000 tokens. Et au-dessus, parfois, ils vont pouvoir aller jusqu'à 1 million de tokens de fenêtre de contexte, mais par contre, le token va être beaucoup plus cher après. Donc, il y a des modèles qui bloquent à 200 000, il y a même des modèles qui bloquent à 130 000. Donc, c'est pas la même capacité de fenêtre de contexte. Donc, selon votre besoin, il va falloir regarder les coûts. Il va falloir regarder aussi où est-ce qu'il a ses forces, le modèle. Par exemple, sur Devstral 2, j'ai expérimenté donc c'est vraiment mon point de vue, mais peut-être que je me trompe. Mon point de vue, c'est que sur le code, il est super bon. Il me générait moins de bugs, pardon, que sur Claude Sonnet 4.5 à l'époque, parce qu'il avait une petite dose de thinking qui était intéressante. Mais par contre, sur les tests unitaires, voilà, le bas blessé un petit peu, enfin, il y avait un peu plus de problèmes et ça va amener d'autres utilisations. Voire, on peut aussi utiliser plusieurs LLM selon leur force. Et tout ça parce que chaque modèle a son type d'entraînement. Donc, il y a des entraînements qui vont être focalisés sur la capacité à coder. Des fois, il y a des modèles où on va bien les renforcer sur le testing. Et des fois, des modèles, on va les renforcer sur le thinking. Et par exemple, quand Hippolyte disait que Opus coûte cher, donc on ne l'utilise pas trop, il peut y avoir par exemple une stratégie où lorsque vous allez faire de la planification, vous pouvez utiliser un modèle intelligent, enfin un modèle intelligent, thinking, sur Opus par exemple. Et ensuite, sur la partie exécution, utiliser un modèle comme Sonnet, qui sera moins bon sur le thinking, mais qui par contre sur le code sera très bien. Et ça, d'ailleurs, certains outils le proposent d'avoir au moment de la planification un modèle et puis au moment de l'exécution un autre. Ça montre bien qu'il y a une différence. Donc, regardez le coût, regardez la performance sur les besoins, que ce soit du coding, du testing, et regardez aussi à quel point vous pouvez utiliser plusieurs modèles selon aussi les enjeux de souveraineté que vous pouvez avoir. Et je te laisse peut-être la main pour continuer sur le choix du LLM, Hippolyte. Ouais, juste pour compléter, je pense que si vous n'avez pas, je te laisse te muter, s'il te plaît. Si vous n'avez jamais testé quand même Opus, en fait, souvent, je trouve que quand on l'utilise pour la première fois, on a un peu un éclair dans la tête de se dire waouh, à chaque fois que je lui demande quelque chose, ça fonctionne très bien. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti nous. Sur le PDD V2, justement, on l'a beaucoup plus utilisé et c'est impressionnant comme on a vraiment très peu de retours à faire, de bugs, etc. Tout fonctionne bien. Mais pour aller au-delà, c'est vraiment, il y a une grosse notion du choix du LLM pour avoir de la qualité en sortie. Attention, voilà, si on se base sur un LLM qui va être mauvais, on va avoir tendance à penser que bah, finalement c'est notre méthodologie ou même le développement augmenté qui n'est pas possible, mais il y a vraiment un choix un peu stratégique. Et le problème, c'est que c'est un peu difficile de savoir à l'avance lequel choisir. Donc, Céline, tu l'as bien expliqué, on peut avoir quand même une approche qui va être la plus optimisée possible en amont à faire. Yes, et sachant que sur la partie, enfin pour finir sur la partie choix du LLM, avant de partir peut-être sur la fenêtre de contexte, en tout cas si tu as rien ajouté Hippolyte, l'idée c'est aussi que il faut vraiment faire de la veille sur les modèles. Il y a des modèles qui, on va dire en termes de performance et de prix, peuvent être très intéressants. Aujourd'hui, il y a des modèles open source chinois par exemple qui peuvent être excellents sur certains pans. Et il va falloir à chaque fois regarder ça, même par exemple Devstral 2. Devstral 2, j'estime que sur la partie coding, je crois, alors à vérifier, hein, mais il est beaucoup moins cher. Je vais dire il est beaucoup moins cher que Claude Opus. Pour autant, je crois que c'est autour de 5 fois moins cher, mais il faudrait vérifier. Je peux vous assurer qu'il n'est pas 5 fois moins bon. Donc il y a aussi cette notion de quand est-ce que j'atteins le good enough et à quel prix je l'atteins à prendre en compte. Maintenant, sur la partie fenêtre de contexte, alors qu'est-ce que c'est la fenêtre de contexte? C'est simplement le cœur du sujet du LLM. C'est vraiment un élément extrêmement important à prendre en compte. La fenêtre de contexte, c'est la fenêtre d'information que le LLM est capable de prendre en compte pour vous répondre. Donc, c'est une fenêtre de quantité d'informations. En fait, lui, il quantifie l'information avec des tokens. Alors, c'est très dur de comprendre un token, ça vaut combien d'informations, mais voilà. Grosso modo, il faut se dire que faut penser en quantité de tokens et ça s'expérimente en discutant avec le LLM. Donc là, l'idée, c'est de se dire que
on évite de surcharger cette fenêtre de contexte. Qu'est-ce qui se passe si on surcharge la fenêtre de contexte? On a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le lost in the middle. Les informations qui sont au milieu, le LLM va un petit peu les oublier et va faire des hallucinations et des liens entre le début et la fin. Donc, ça peut être embêtant déjà. Donc, évitez de garder des sessions trop longues avec un LLM. Pensez à, pour une tâche, si possible, une tâche par instance, et après, on change d'instance. Ensuite, il peut y avoir un autre problème, c'est le first in, first out. Donc, si vous avez explosé votre fenêtre de contexte et qui va devoir la contracter et virer du contenu pour pouvoir continuer à échanger avec vous, les premiers éléments qui vont sortir, c'est les premiers éléments qui sont entrés, first in, first out. Et souvent, les premiers éléments, c'est exactement ceux de la consigne. C'est le cadrage que vous avez donné à votre LLM. Donc, c'est extrêmement problématique de continuer à ce moment-là. Donc, on évite de surcharger pour au moins ces deux raisons, et puis il y en a plein d'autres. Et enfin, optimiser les éléments. Et essayez vraiment de faire une tâche par fenêtre de contexte. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les éléments qui ne sont pas liés à votre tâche, on va appeler ça du bruit. Donc, le bruit, c'est les informations qui ne sont pas utiles à votre tâche. Elles vont un petit peu parasiter votre LLM. Par exemple, si vous donnez des informations de comment vous faites l'activité de la drop-down, d'un input et d'un bouton, et que vous lui dites fais-moi maintenant l'activité du bouton, il y a un monde où il vous donne les règles de la drop-down. Donc, voilà, c'est un exemple que j'avais eu au début d'utilisation. Pensez à tout cela. Et pour cadrer un peu tout ça, il y a un ensemble de sécurisation possible avec la ceinture de sécurité. Et ça, je vais peut-être laisser Hippolyte commencer sur le sujet. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, l'IA n'est pas fiable à 100%. Clairement, c'est beaucoup de prédictifs, il n'y a rien de déterministe. Mais au final, moi, je le vois vraiment comme sur l'IA qui est comme un membre de l'équipe. Et en fait, comme auparavant, avant qu'on parle d'IA, on crée aussi ces ceintures de sécurité. Donc, des tests automatisés, une notion de à quel point on peut couvrir du code, par exemple, via les tests automatisés, des linters, des tests sur l'architecture. Est-ce qu'on ne viole pas des principes d'architecture sur une architecture, je ne sais pas, hexagonale, par exemple, une clean architecture. Et en fait, tout ça, c'est des ceintures de sécurité qu'on va venir mettre pour être sûr qu'on n'a pas de régression d'une version à l'autre de notre code. Donc, c'est des garde-fous, mais qui vont être encore peut-être plus importants à mettre en place que sur une team classique. Là où on va être justement intéressant, c'est de rester pas. Alors, on parle souvent de human in the loop quand on regarde ce que fait le LLM. Nous, avec Selim, on aime bien parler d'expert in the loop. Justement, on va avoir beaucoup plus une posture d'expert, un petit peu tous, on va dire tech lead, pour vérifier ce que fait le LLM. Donc, par exemple, on va faire davantage peut-être de relecture de code, moins d'écriture de code, mais plus d'écriture, de créer aussi ces ceintures de sécurité, d'essayer de le driver pour qu'il fasse ce dont on a envie. Est-ce que on passe peut-être au conditionnement du modèle? Est-ce que tu as deux, trois choses à dire dessus, Céline? Yes. Ce qu'on peut dire sur le conditionnement du modèle, c'est que d'ailleurs, je répondais aussi à une question qui a été posée sur est-ce que ça dépend aussi de la qualité du prompt? Alors oui, totalement. Ça dépend complètement de la qualité du prompt. D'ailleurs, vous allez identifier deux types de prompts. Le premier type de prompt, c'est celui que vous écrivez à votre LLM dans la fenêtre de chat, même à un agent, hein. C'est le user prompt. Ce user prompt, à chaque fois, il va dépendre de la tâche que vous avez. Et à chaque fois, il va varier. Du coup, vous ne pouvez pas forcément le prévoir. Par contre, il y en a un que vous pouvez prévoir. C'est le système prompt. Le système prompt, c'est un fichier de prompt que vous allez réutiliser à chaque fois que vous allez avoir un type de tâche. Par exemple, vous savez que vous allez faire du coding. Et bien, quand vous savez que vous allez faire du coding, vous allez avoir vos systèmes prompts de coding qui vont décrire les bonnes pratiques que vous voulez utiliser. Vous allez éventuellement donner des exemples sur comment vous voulez que l'IA code pour qu'elle comprenne au mieux possible comment répondre à votre besoin. Donc, ça va dépendre beaucoup de ça. Pareil pour le testing. Et évidemment, puisqu'on a dit que dans les fenêtres de contexte, on évite le bruit, eh bien, on va essayer de faire des systèmes prompts adaptés aux besoins, coding, testing, etc., etc. Et d'ailleurs, les systèmes prompts, c'est des choses qui vont évoluer, qui vont vivre avec votre projet. Vous pouvez les maintenir, les faire évoluer tout au long du projet. Avec notamment les modèles que vous utilisez, vous pouvez vous rendre compte que des modèles ont certaines habitudes de code que vous voulez éviter par rapport au fait d'être conforme à Sonar, par exemple.
Et enfin, on parle des bonnes pratiques. Il n'y a pas que des bonnes pratiques. Vous pouvez aussi avoir des pratiques qui sont propres à votre équipe, qui ne sont pas forcément des bonnes pratiques orientées craft, etc., mais qui sont des manières que vous avez de coder, que vous considérez lisibles. Et bien à ce moment-là, il faut aussi ne pas hésiter à les renseigner dans ces systèmes prompts. Je te laisse continuer, Hippolyte. Ouais, donc tout ça, en fait, ça va être du conditionnement du modèle. Euh, et on peut parler aussi d'orchestration d'agents. Je ne sais pas si tu veux en parler maintenant ou plus tard. Je peux Dans évoquer une le prochaine sujet si slide, tu veux. vas-y. Je Et peux comme ça, évoquer le après, on passe à sujet. la suite. Mais grosso modo, l'orchestration d'agents, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez une instance. Une instance, on va considérer un agent, d'accord? Donc, vous avez un agent, une fenêtre de contexte. Ben, ce que vous allez avoir envie de faire, à un moment, vous allez vous rendre compte que une tâche, finalement, vous avez plus ou moins à chaque fois la même méthodologie pour vous attaquer à une tâche, un peu un workflow. Et ce workflow, en fait, vous êtes totalement capable de l'automatiser avec une orchestration d'agents qui vont intervenir à des moments clés de vos étapes, qui vont chacun avoir leur propre système prompt, leur propre fenêtre de contexte et leur propre tâche. Donc, et ça, c'est un petit peu le state of the art de comment on utilise les agents aujourd'hui dans le dev augmenté. On pourra éventuellement évoquer le sujet plus longuement un peu plus tard. Mais même si j'ai parlé d'automatisation au maximum, et d'ailleurs sur sur mon projet, on était à 100% écrit par l'IA sur le code, ça ne veut pas dire qu'on enlève l'expérience de loop. L'expérience de loop reste utile, notamment sur les phases de planification. Il peut valider le plan et sur les phases, on va dire en aval, vérifier la qualité du code et ce qui répond aux besoins. Et on peut enchaîner sur la suite, je pense. Ouais. Donc justement, bah, tu as fait une bonne transition. C'est quelle place pour l'expert in the loop, justement, quand, par exemple, reprendre la main. Donc toi, est-ce que tu peux donner justement comment vous arriviez à reprendre la main sur votre projet? Donc tu as parlé de la planification. Euh, Oui, tout à fait. En fait, nous, en tant que développeurs experts, là où vraiment on intervenait, c'était la phase en amont. Donc, à chaque fois, on lui demandait de planifier d'abord la tâche. Ce plan, on le challengeait. Et on le faisait d'abord challenger une première fois par l'IA. Ça, c'est une petite technique que je vous conseille. D'abord, vous lui faites générer un plan. Ensuite, vous lui dites ce plan, il pourrait potentiellement être un peu plus craft. Challenge-le. Il va le challenger, toujours, 100% du temps. Ce deuxième plan, vous le regardez, vous validez qui vous convient, et s'il vous convient, en tant qu'expert, ben, vous pouvez valider et il va pouvoir lancer le code. Une fois qu'il a fini la génération de code, vous allez pouvoir à la fin vérifier si ça correspond à votre besoin. Alors pendant le projet, pour information, alors j'avais vraiment la fâcheuse manie de micromanager mon IA, donc je lisais vraiment tout le code qui génère en temps réel. C'était à la fois super intéressant, ça me donnait une extrêmement bonne maîtrise de ma code base. Par contre, c'est extrêmement fatigant de suivre en temps réel la génération de code, et au bout de 4 mois, c'était assez épuisant. Donc peut-être, Rocco, ne pas hésiter à au départ, quand vous voulez challenger la pertinence de vos systèmes prompts, éventuellement faire ça, mais on va dire très vite basculer vers le fait de relire le code à la fin plutôt que pendant. Je ne sais pas si tu veux aussi donner ouais, comment toi tu as repris la main. Ouais, c'est ça. Donc, juste pour compléter, c'est très important justement de se créer en amont ces ceintures de sécurité, ou en tout cas de driver au maximum l'IA, parce que en effet, la relecture, c'est un peu euh, le problème clé quand on travaille avec l'IA. Et si on peut éviter justement de trop avoir à relire différentes itérations de notre code, bah, s'il nous fait du code parfait dès le début, c'est beaucoup mieux. Et c'est plus simple en effet de lire un plan que de lire du code parfois qui va être très verbeux. Alors moi, j'ai eu 2 expériences totalement différentes justement sur la notion de PDDV1 où on était beaucoup plus comme ça dans l'itération, donc par un plan, détaillé, par, après relire un petit peu fichier par fichier et cetera, et je pense que c'est vraiment quelque chose à faire de toute façon pour découvrir vraiment le dev augmenté. C'est de vraiment assister son IA pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas quelque chose de très naturel, cette notion d'écriture de code vraiment en quelques secondes de multitudes de fichiers. Donc, c'est important, je pense, de commencer à comprendre comment il interagit avec son code pour essayer de voir justement comment on peut le guider le plus possible. Sur le PDDV2, en fait, on était beaucoup plus justement sur le travail en amont, de travailler sur le workflow, de travailler sur l'orchestration d'agents.
pour que, au final, on fasse la relecture très à la fin et même voire plus. Parfois, ce qu'on avait tendance à faire, c'était que moi, je venais a posteriori complètement quand la base de code était déjà là, déjà immergée, fonctionnelle. Mais moi, je venais a posteriori pour regarder à froid quel était le code généré exactement sous le prisme du craft de la qualité et éventuellement revenir sur du refactoring pour dire ah ça pourrait être amélioré. On va rajouter des règles justement dans notre, dans notre ceinture de sécurité et on va corriger en même temps pour que la prochaine fois ce soit mieux. En effet, il y a, sur ce projet, on s'est rendu compte que lire tout le code généré en 20 jours sur l'équivalent de, normalement, on aurait dû le lire pendant 6 à 8 mois, on a beaucoup plus à ingurgiter. Donc, vraiment, un conseil, c'est centrez-vous sur le code le plus important à relire. Donc, par exemple, si on parle de Domain Driven Design, le DDD, on va avoir une notion du code métier qui va être le code avec le plus de valeur. C'est ce qui va représenter notre métier et c'est ce pourquoi on fait notre application. C'est ce qui va nous faire, au final, gagner de l'argent à la fin. Donc là-dessus, par exemple, il faut avoir un œil très, très pointu, vraiment relire exactement ce qui a été fait. Alors que d'autres choses, peut-être, on va pouvoir lire de façon un peu moins assidue. Par exemple, du mapping vers un objet REST, du mapping vers la base de données. Si on voit que ça fonctionne à la fin, ben, on va pouvoir regarder un tout petit peu moins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, mais ça va être un peu moins assidûment. Et en fait, tout ça, c'est déjà des choses qu'on avait en place avant même l'IA. Si on avait un collègue qui développait une nouvelle fonctionnalité, ben, en fait, on allait aussi regarder plus en profondeur des choses très critiques de l'application. Si on a quelque chose qui touche à la sécurité, au paiement, par exemple, une brique de paiement, bah là, il faut absolument qu'il y ait zéro bug, voilà, où il y a besoin de grosses normes de sécurité. On va avoir un œil beaucoup plus avisé et sur d'autres, peut-être un peu moins. Et ça permet de faire une transition pas mal aussi sur le sujet de la maîtrise de la code base. Alors, pour le coup, sur mon projet, on avait plutôt un autre parti pris, c'était qu'on voulait vraiment être en très grande maîtrise sur la code base. Et le fait de relire toutes les lignes de code, c'est aussi ce que ça nous a permis. Je peux vous dire, par exemple, que, enfin, et ça permet même d'évoquer la détection de bugs en partie. Quand une personne m'évoquait un bug qui avait lieu sur l'application, j'étais capable, et ça c'était une crainte que j'avais au début du projet, mais j'étais capable en fait de comprendre directement où est-ce qu'allait avoir lieu le bug et comment le régler potentiellement. J'avais déjà une intuition sur comment le régler au moment où on m'en parlait. C'était assez impressionnant. J'avais jamais eu une telle maîtrise de la code base, notamment parce que je me positionnais plus on va dire, en orchestrateur de code et en relecteur de code. Et c'est aussi ça que ça a comme bénéfice de le faire, même si effectivement ça a aussi un côté fatigant de le faire. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de discuter avec l'équipe, voir un petit peu comment on a envie de voir les choses, un petit peu faire des retours entre nous sur qui est fatigué par quoi, est-ce qu'on a des stratégies qui nous permettent d'éviter de trop être fatigué à la fin, peut-être une histoire de fréquence aussi, ou peut-être de méthodologie. Donc c'est un sujet, à partir du moment où vous mettez au développement augmenté au niveau de l'équipe, c'est important de discuter entre vous et de trouver en fait le bon compromis à faire. Et sur la partie détection des bugs et régression, il y a aussi l'idée d'avoir le bon filet de sécurité avec les tests notamment. Donc nous, on avait opté au départ pour par faire beaucoup de tests unitaires. C'est pas forcément extrêmement le plus pertinent, mais c'était quand même une excellente porte d'entrée parce que ça s'automatisait très bien. Donc on avait fait automatisation des tests unitaires et à la fin des tests end-to-end. Mais par exemple, vous allez avoir des personnes qui vont coder à partir des tests d'acceptance. Donc, il y a plein de stratégies. L'acceptance test driven development, c'est aussi quelque chose qui a sa pertinence. Il y a aussi des personnes qui font du TDD encore. Je pense pas que ce soit la majorité. Bon, c'était pas la majorité avant. Je pense que c'est pas encore la majorité non plus aujourd'hui. Mais voilà, il y a plein de stratégies à mettre en place autour des tests. Mais vraiment, penser que les tests, c'est un énorme filet de sécurité. Et je sais pas si tu veux continuer sur le sujet, Hippolyte, avant qu'on passe à la suite. On va passer peut-être au thème 3. On aimerait garder, si possible, une dizaine de minutes sur justement des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à des questions à nous poser.
On va essayer de passer là, voilà, 5-10 minutes, si ça te va, Célim, sur le thème 3, donc sur le risque et l'avenir. Donc là, ça va être un petit peu de prendre du recul sur tout ce qu'on a appris et finalement, quel risque on voit à tout ça, comment on peut imaginer notre avenir. Donc, encore une fois, avec disclaimer, on n'a pas du tout la science infuse et même, je pense que personne ne sait trop justement quel va être notre avenir euh, en, pour les équipes de développement. Et justement, c'est un peu d'ouvrir sur des sujets, de réfléchir à tout ça. Donc, vas-y, Célim, je te laisse parler des leviers de puissance ou du côté double tranchant, justement, qu'apporte l'IA. D'accord? N'hésite pas à intervenir si jamais à tout moment tu veux dire quelque chose. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. On pourra les prendre comme ça juste après. Donc sur les risques liés à l'avenir, bon, il y a aussi des opportunités. C'est pour ça qu'on a dit que c'est à double tranchant. Il y a du positif. Pour une entreprise, le fait d'utiliser de l'IA. Alors évidemment, on fait un focus développement augmenté parce qu'on est des développeurs. Mais aujourd'hui, il existe aussi le PO augmenté et le designer augmenté. L'IA, ça s'utilise très bien sur tout le cycle produit. C'est vraiment à avoir en tête. Et le fait d'utiliser de l'IA, ça permet évidemment d'aller plus vite sur la création de features. Donc, ça augmente, ça améliore clairement le time to market. Donc, demain, vous allez avoir envie de conquérir du marché avec de nouvelles features. Ça va être beaucoup plus rapide de les sortir. Donc, il y a un intérêt de ce côté-là. Il y a aussi un intérêt sur les rapides itérations avec les utilisateurs. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de faire du A/B testing, sur une partie de vos utilisateurs, ça va être beaucoup plus rapide de générer des retours puisque les features sont très rapidement. C'est un cercle vertueux de ce côté-là. Vous allez aussi avoir une diminution du coût de la feature qui va évidemment vous débloquer du budget, donc que vous allez pouvoir potentiellement réinjecter dans de nouvelles features pour avoir plus de features, ou alors potentiellement pour diminuer un petit peu le besoin le besoin d'argent pour générer un certain nombre de features que vous vous bloquez. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est un trade-off. Je ne sais pas si tu veux parler de la partie risque ou est-ce que tu veux que Mhm. j'enchaîne dessus, Hippolyte? Bah, je peux en parler un petit peu rapidement. Donc, de toute façon, je pense que c'est des choses qui sont peut-être plus connues, tous ces risques-là. Clairement, il y a un gros aspect cybersécurité, puisque c'est pas nous qui allons écrire le code. On va peut-être avoir tendance à laisser un peu plus la responsabilité à l'IA. C'est ce qu'on voit un peu de partout. Et attention vraiment à ça. C'est pas parce que c'est l'IA qui développe que nous, on n'est plus responsable. Les développeurs et développeuses restent le responsable du code qu'ils produisent et qu'ils mettent en production. Donc, vraiment, attention. Justement, servez-vous plutôt de l'IA pour essayer de challenger sur la sécurité. Créez-vous des agents qui vont vraiment faire des tests, pourquoi pas d'intrusion ou ne serait-ce que de vérifier est-ce que nos dépendances sont bien à jour, etc. Donc, c'est vraiment plutôt penser sécurité de façon primordiale parce que les IA sont dans les mains de tout le monde. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Claude Mythos, mais voilà, on est devant des problématiques de cybersécurité qui risquent d'impacter beaucoup le marché. Donc, prenez cette habitude de vraiment réfléchir en amont et de vous servir de l'IA pour justement être proactif là-dessus et pas subir. Euh, enfin, l'autre sujet, ça va être si on maîtrise un peu moins notre code base, bah, on va potentiellement avoir peut-être des bugs qui vont se trouver. Je ne sais pas si vous avez beaucoup utilisé des outils d'IA, mais souvent, c'est des outils qui sortent très vite, mais qui sont souvent assez buggés. Donc, quand c'est des outils pour les early adopters, ça, c'est pas un souci, surtout qu'en tant que développeuse, développeur, on a l'habitude d'avoir des outils qui ne fonctionnent pas très bien dans nos idées, etc. Il y a souvent des petits bugs parce qu'il y a beaucoup de mises à jour. Mais attention, certains marchés, si on a un retail qui casse complètement le flux d'achat de ses clients, ça peut être des millions tout de suite de pertes en quelques minutes. Donc, vraiment, attention, voilà, de toujours rester vraiment maître de son code et maître de ce qu'on fait. Euh, et voilà, un dernier risque sur l'avenir aussi, c'est attention à la dépendance au provider. Donc peut-être faites de la veille, regardez ce qui se passe ailleurs, regardez notamment dans les choses open source, parce que voilà, une dépendance au provider peut être vite arrivée. Une fois qu'un provider aura le monopole, potentiellement, il pourra gonfler les prix, ou tous vont peut-être gonfler les prix en même temps. Et donc, c'est important d'avoir du code qui est toujours
à la maîtrise des développeurs et développeuses pour qu'ils puissent à tout moment reprendre ce code. Donc, servez-vous plutôt d'un boost à la génération, un outil, mais imaginez que cet outil, un jour, il pourrait de nouveau disparaître et on retravaillerait un petit peu comme avant. Et finalement, ce serait peut-être aussi intéressant. On aimait bien aussi cette, euh, cette ancienne façon de travailler. Yes. On peut enchaîner sur Ouais, la prochaine, donc sur la partie des développeurs, parce qu'on a aussi du coup des choses à dire côté dev. Donc sur la partie côté dev, on parle souvent du côté négatif avec le fait que en tant que développeur augmenté, potentiellement on perd en compétences techniques. Mais en fait, c'est à mettre en face aussi du fait que c'est aussi une opportunité côté expertise technique. Parce qu'en fait, à force d'orchestrer du code, on a la responsabilité de le relire. Et quand on va le relire, si on comprend rien au code qui est généré, c'est qu'il y a un problème de lisibilité. Donc, en fait, ça va nous pousser à améliorer la qualité du code qui est généré, alors qu'avant, quand on l'écrivait, on pouvait se permettre des fois d'être un peu moins propre. Là, vraiment, pour comprendre le code, on va devoir conditionner l'IA pour qu'elle fasse du code avec des bonnes pratiques. Et en fait, à force de relire challenger du beau code, on prend des références sur ce qu'est un code qu'on attend. Donc, on monte en compétences techniques de ce côté-là. Enfin, aussi, l'expertise métier. Donc, l'expertise métier, nous, par exemple, sur le projet, on était des pros du produit sur le projet où j'étais parce que on peut pas prompter en à peu près avec une IA. Quand on prompte, quand on dit ce qu'on veut, quand on exprime notre besoin, il faut que ce soit extrêmement précis, voire potentiellement un peu plus que sur le ticket. Donc, le métier, il faut très bien le comprendre. Et surtout, ça vient avec l'utilisation de l'IA en partie, hein. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas encore l'habitude d'avoir une expertise produit, vous allez sans doute l'obtenir à force de prompter à l'IA ce que vous voulez, parce que vous pouvez vraiment pas être flou. Et sur l'intérêt dans l'orchestration d'agents, l'idée, c'est aussi de dire, c'est vrai qu'on perd un petit peu en intérêt par rapport au métier. Moi, j'adorais le côté jouer avec des blocs de logique quand je développais. Et aujourd'hui, l'intérêt, il est aussi dans l'orchestration des agents. C'est un nouveau jouet qui a on va dire, un vrai intérêt technique. Et en soi, il y a aussi de l'intérêt là-dedans qu'on peut trouver pour s'amuser, à réfléchir à comment mettre en place et répondre au mieux aux besoins qu'on a devant nous. Et je te laisse continuer, Hippolyte, sur la partie peut-être des risques. ouais, quoi qu'il arrive, donc le risque, c'est si jamais justement on s'éloigne un peu plus de notre code, forcément on va avoir une perte de maîtrise sur le fait de développer du code, par exemple. Au-delà de la code base, c'est comment réussir à bien développer, puisqu'on n'a pas l'habitude de le faire. Avant, on codait peut-être 6 heures sur nos 7 heures de chaque jour. Maintenant, on code quasiment plus, donc on risque de perdre un petit peu cette compétence. Donc voilà, nous trouver aussi comment on peut continuer à garder ça, peut-être sur d'autres projets plus perso ou quoi. Enfin, voilà, essayer de trouver quand même comment ne pas perdre trop de compétences. Euh, il y a aussi, alors moi, je mets un gros point d'alerte sur le risque de burn-out. En fait, de plus en plus, et moi je l'ai vu sur le projet en PDTV2, c'est que on va de plus en plus paralléliser les choses et on va se rendre compte qu'on peut faire plein de choses, donc on va le faire, on va le faire. Le problème, c'est que au milieu de tout ça, le goulet d'étranglement, ça va être le cerveau humain, le cerveau de la personne. On va lancer 3 tâches en parallèle, on va devoir gérer l'aspect orchestration de ces 3 tâches, relecture, vérifier que ça marche, lancer par exemple en prod, discuter avec les utilisateurs, etc. On va essayer de lancer plein de choses en même temps. Et en fait, je pense qu'il faut voir notre cerveau un peu comme le CPU d'un ordinateur. En fait, je ne sais pas si vous est déjà arrivé, on a un process qui prend du temps à se faire et on découvre la magie de la tâche parallélisée. Par exemple, avec le parallel stream en Java, ceux qui ont déjà joué avec, en fait, on trouve, ah, c'est génial, on va beaucoup plus vite, mais en fait, notre CPU, il passe à 100%. Et en fait, on n'accepte plus les autres tâches. Et au bout d'un moment, avoir un CPU à 100%, il va y avoir un problème. Pareil pour la RAM, etc. Donc vraiment faire attention à tout ça. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois qu'il n'y en a pas actuellement, donc j'en profite pour raconter une petite anecdote un petit peu pour illustrer ça. Je l'ai raconté déjà à beaucoup de monde, mais je la trouve assez intéressante. C'est que quand j'ai découvert justement ce PDDV2, je me suis dit, un samedi, j'ai envie de vraiment tester.
d'aller au bout, donc sur un projet perso. Et je me suis vraiment mis en mode, je vais paralyser le plus possible. Donc j'ai fait ça pendant 7-8 heures. Je pense que mon cerveau, il a pensé que j'allais travailler pendant 1 heure à peu près. Et à un moment donné, je devais aller faire à manger, en fait, tout simplement, pour préparer le repas du soir. Et donc je descends et je commence à… Mon cerveau partait complètement en vrille. Je voyais de la vaisselle sale dans l'évier et j'étais en mode, mais c'est pas moi qui vais le faire, je vais demander à l'IA de le faire. 2 secondes après, je vais pour éplucher des légumes et de la même façon, je me suis dit, non, mais c'est pas moi qui vais le faire, c'est les légumes. Donc en fait, juste cette petite anecdote pour montrer qu'en fait, le cerveau, vraiment, il faut faire attention parce qu'on le pousse au maximum. Et donc ça, c'est viable peut-être sur une après-midi, mais même si voilà, il y a quelques petits soucis. Mais en tout cas, à l'échelle vraiment d'un projet, si on fait comme ça toute la journée, de la paralysation au maximum, vraiment attention à ce risque vraiment de trop forte exposition du cerveau, surtout dans une équipe. Donc voilà, prenez conscience de ça. Essayez de regarder aussi justement dans vos équipes, est-ce que tout le monde arrive bien à gérer cette partie-là, parce qu'on risque d'avoir de plus en plus de problématiques de ce genre. Alors, il y a une main levée. Oui. Alors, je sais pas si on peut activer la parole pour poser la question, peut-être. Je ne sais pas, mais ça va être intéressant justement de passer peut-être à la phase de questions-réponses. Ouais. Alors, n'hésitez pas si vous avez justement des questions. Donc, soit par écrit. N'hésitez pas à le faire par message. Là, j'ai tenté d'activer la parole de Dounia. D'ailleurs, bonjour Dounia, ça fait longtemps. Bonjour. Ah oui, pardon. Donc, ça marche. Est-ce que tu peux t'imiter aussi? Oui, merci beaucoup déjà pour cette présentation très enrichissante. J'avais justement quelques petites questions. Est-ce que, puisque du coup on fait peut-être des itérations, on peut faire des itérations plus courtes, avoir du feedback utilisateur très très rapidement, qu'est-ce que ça change en fait dans les manières de travailler des équipes? Est-ce que peut-être la structure du travail change un petit peu? Enfin, comment vous avez expérimenté cet aspect-là? Et aussi, je pense que Hippolyte, tu avais aussi parlé du rythme un peu soutenable. Donc, est-ce qu'il y avait aussi des garde-fous là-dessus pour l'équipe, pour un peu protéger voilà, l'équipe et que aussi ça reste quand même un travail qui soit efficient et qu'on ne produise pas juste comment dire, de la quantité plutôt que voilà, de la qualité, etc. Parce que j'imagine que la taille de l'équipe, c'est très difficile aussi de la changer pour que ça s'adapte à la quantité de travail grandissante qu'on a, parce qu'on produit beaucoup plus de choses, on a envie d'avoir du feedback rapidement, etc. Comment vous avez géré, en fait, ou selon votre expérience, comment ça a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aussi? C'est intéressant pour moi de savoir. Il y a plein de questions. Est-ce que Céline, tu veux répondre à certaines et je complète? Si je devais résumer un peu, j'ai entendu pas mal de choses autour de on va plus vite, comment on gère un peu tout ça et comment ça a eu un impact. On n'a pas, enfin, on est un peu pionnier sur le sujet. Il n'y a pas énormément en fait d'équipes qui, d'une part, travaillent avec du dev augmenté. Enfin, il y en a de plus en plus, mais il y a aussi pas beaucoup d'équipes qui travaillent avec des PO augmentés, des designers augmentés. Donc tout ça, c'est encore amené à changer. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réponse à donner sur comment on peut mettre en place les choses, parce que tout est amené à se réorganiser à partir du moment où en fait en fait il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on ne peut pas automatiser. Ensuite, il faut aussi réfléchir à comment s'assurer que le rythme est soutenable par les équipes sur le long terme, et ça, je pense que ce sera par l'expérience. A priori, nous, on n'avait pas forcément de retour là-dessus. On a plus un peu subi le fait d'aller extrêmement vite sur la conceptualisation et le dev. Et on n'avait pas forcément pris de recul sur comment on changeait les choses, si ce n'est que maintenant, ce que je fais, c'est que je fais une orchestration où je génère plusieurs fois par l'IA sur un workflow de coding d'agent, et ensuite, je relis une fois plutôt que de relire 5 fois le code parce que j'ai beaucoup d'itérations avec le code qui n'étaient pas forcément extrêmement bonne qualité en one shot. Et je te laisse continuer, Hippolyte. Et puis ensuite, il y aura des questions aussi par message. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions par message. Ouais.
Exact. Alors, donc plusieurs choses. En effet, quand on a fait notre expérimentation sur du workflow 100% automatisé, nos PO vraiment et UX UI designer étaient aussi dans ce mood-là. Donc, ils préparaient justement les stories pour qu'elles soient prêtes pour l'IA aussi, pour le LLM, pour que ce soit le plus optimisé pour eux. Donc, ça, c'est une première chose. Après, sur comment éviter justement cet aspect burn-out, donc j'ai évoqué déjà le fait de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Essayer de regarder, de discuter ensemble. Je pense que c'est aussi important de se forcer à faire des pauses parce que, en fait, comme on va paralléliser des choses, on va toujours avoir quelque chose à faire. Ça, c'est le problème. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de reprendre des techniques qui sont déjà existantes. Par exemple, la technique du Pomodoro, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est en gros de se forcer à travailler sur des itérations. Alors, normalement, c'est plutôt 25 minutes. Donc là, on se concentre sur ça. 5 minutes, hop, on s'arrête et on fait autre chose. On va boire un café, on va jouer au baby-foot, on va regarder dehors, peu importe. Mais c'est vraiment de faire ça. Et en plus, il y a des outils qui peuvent le permettre de le faire en équipe. Donc, ça force un petit peu plus justement à arrêter le collègue qui est à côté de nous pour faire autre chose. C'est vraiment important d'aérer finalement son cerveau. Donc, je pense qu'on a répondu à peu près à différentes choses autour de cette question. Je vois des choses donc, autour du garde-fou de ceinture de sécurité, surtout sur la notion d'architecture hexagonale. Donc, il y a une chose qui nous aide vraiment énormément, c'est ArcUnit. Donc, il existe en Java, par exemple, et en TS. Alors, en Python, je ne suis pas sûr, mais c'est des outils qui vous permettent de vérifier que votre code respecte une architecture que vous allez lui donner. Donc, ça va être, par exemple, si on fait une architecture hexagonale, ça va être de vérifier qu'on n'a aucun code de notre domaine métier qui va appeler directement soit un autre domaine métier, soit une couche d'infrastructure. Par exemple, dans notre code métier Java pur, on vérifie qu'on n'appelle pas des choses de la base de données, on n'appelle pas des choses côté contrôleur REST. Donc ça, c'est vraiment l'outil numéro 1 à utiliser ArcUnit. Et aussi de la documentation sur expliquer comment on veut que notre architecture hexagonale soit, par exemple, mais ça, c'est juste il n'y a pas vraiment de contrainte de ceinture de sécurité, donc ArcUnit. Je lis en passage, donc pensez-vous dans un avenir proche que le marché soit plus centré sur les devs seniors au détriment des juniors? Salim, tu veux en parler? Sur ça, je peux en parler rapidement. Alors, juste pour information, déjà, sur la partie comment on fait monter en compétences les juniors, il y a pas mal de tables rondes un peu partout. Il y a pas mal de discussions autour de ce sujet parce que je pense que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions. Mais déjà, il y a deux sujets à prendre en compte. Le premier, c'est comment on reste un expert in the loop et comment on le devient. Comment on le devient pour un junior et comment on le reste pour une personne qui a l'habitude de développer. Comme j'ai dit, le fait de développer avec de l'IA, c'est aussi une opportunité pour progresser. Donc, il y a vraiment, dans l'utilisation de l'IA aussi, il n'y a pas que le côté je génère des choses que je ne comprends pas. Il y a vraiment le côté je peux apprendre des choses en codant de cette manière. Et en fait, il va falloir évidemment une personne, un humain pour accompagner le développeur junior, éventuellement review ensemble, vérifier si le junior comprend ce qui est pushé avant de le merge et s'assurer que tout ce qui va être merge est compris. Et c'est comme ça qu'on va avoir une montée en compétences et elle peut être rapide parce qu'à partir du moment où on développe rapidement, il y a un monde aussi où la montée en compétences est plus rapide. De même que pour l'expert in the loop, comment on reste expert à partir du moment où on a l'habitude de générer du code et éventuellement des appels API, par exemple, on sait comment faire les appels API, on sait ce dont on a besoin dedans, mais un petit peu à la manière d'un autocompléteur, on va perdre l'habitude de l'écrire nous-mêmes. Donc en fait, demain, est-ce que une personne sait écrire du Axios ou un Fetch parce qu'il il est tout le temps soit auto-complété avant, soit maintenant généré. Donc, il y a aussi ce côté, comment on reste expert in the loop, c'est aussi un sujet. Donc, ça va continuer potentiellement sur la relecture du code, sur le fait de comprendre, pas faire les choses au hasard, vraiment essayer autant que possible de relire et de challenger l'IA pour rester expert. Si on laisse trop d'automatisation et qu'on laisse tomber en fait le fait d'être l'expert dans la boucle, c'est possible qu'on perde vraiment en compétence sur le sujet, qu'on ne devienne plus vraiment un expert. Et je ne sais pas si tu veux rebondir dessus, Hippolyte. Ouais, je vais rebondir. En fait, l'IA est un formidable outil d'accélérateur pour nous. Et donc, il faut qu'on en profite de ce temps qui est un peu plus à notre disposition
pour justement apprendre en tant que junior, donc se faire former par des personnes plus sachantes, et en tant que personne plus senior, de justement transmettre son savoir, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Vous soulevez vraiment une grosse problématique, c'est comment réussir à continuer à transmettre tout ce qu'on a appris au cours de toutes ces années d'expérience. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, justement comment aider le plus possible ces personnes plus juniors. Et donc, ça mérite des vraies discussions supplémentaires, quoi. On va répondre peut-être juste par bullet point aux 2 dernières questions. Célim? Je peux essayer rapidement sur j'ai vu une question sur les LLM en local et une question sur les MCP plugins pour améliorer vos agents. Alors sur les MCP, je crois il y a Context 7 pour info qui a l'air pas mal pour voir où est-ce qu'en sont les librairies, est-ce qu'elles sont à jour, etc. Sachant que les modèles, on l'a pas expliqué, mais les modèles ils sont limités dans le temps. Si vous avez un modèle qui est sorti en novembre 2024, il ne sait pas ce qui se passe en 2025. Il y a des modèles qui connaissent pas Java 25 et des modèles qui connaissent pas Angular 17. Donc, il y a ce type de MCP. Donc, oui, effectivement, ça existe. Moi, j'ai utilisé à titre perso MCP Figma et Sonar, mais pas forcément d'autres. Et sur la partie LLM en local, alors c'est une formidable opportunité. Il y a des modèles qui sortent en local et qui sont de plus en plus bons. Tous ceux qui sont en open source peuvent être mis sur du local, mais on n'a pas toujours la puissance pour. Et puis, ça coûte très cher de plus en plus avec la RAM. Il y a Gemma 4 pour information qui est une tentative de Google de sortir un modèle qui peut accepter du local. Je crois que le modèle 31 billion de paramètres est, on va dire, gérable sur une 5090 de NVIDIA. Donc, il y a des modèles en local qui cherchent à faire des choses. Faut faire de la veille dessus, mais en grosso modo, plus vous avez de billions de paramètres et plus le modèle est généralement puissant. Et 31 billions de paramètres, c'est 31 billions de paramètres, mais déjà DevStral 2, on est autour de 120. Et vous avez des modèles qui vont taper beaucoup plus haut, qui vont taper dans les 1000, etc. Donc, c'est dur de se dire qu'on va avoir la même qualité sur du local que sur du data center. Je prends la main pour la dernière question peut-être. Donc, est-ce qu'on fait plutôt du dev front et back dans la même session? Pour moi, il faut tester. Je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. Parfois, ça peut être bien justement de faire les deux dans la même session, par exemple, parce que c'est une petite itération. Si c'est plus gros, ce qui peut être intéressant, c'est justement de regarder du côté des orchestrations d'agents. Par exemple, comment on va orchestrer tout ça. Est-ce qu'on va avoir un agent, par exemple, un peu maître qui va donner les directives à la fois au front et back? Est-ce que c'est lui qui va tout faire? Est-ce que nous, on va justement lancer 2 agents? On va jouer le rôle d'orchestrateur, voilà, d'une planification, etc. Donc ça, faut regarder, je pense, au niveau de l'orchestration des agents et voir un petit peu ce qui fonctionne le mieux. Pour l'instant, il y a plein de frameworks qui se lancent justement sur comment orchestrer les agents. Il y a notamment Claude qui a sorti une belle documentation là-dessus. Est-ce que c'est en parallèle? Est-ce que justement il y a un agent un peu plus orchestrateur, etc. Donc ça, il faut tester. En tout cas, attention à la fenêtre de contexte. Si on demande trop de choses du front, du back, la CI/CD, tout dans la même chose, à un moment donné, on va perdre en efficacité. Voilà, je pense que, en tout cas, Marocco, c'est généralement de mettre une tâche par fenêtre de contexte pour éviter le bruit. Parce que potentiellement, si vous avez envie de faire une tâche back, créer un appel API, créer un appel API pour générer un bouton sur le front, c'est du bruit. Donc, quand on évite au maximum le bruit, on va plutôt essayer de splitter au maximum. Mais par contre, avec justement ce que disait Hippolyte sur l'orchestration d'agents, il y a une formidable opportunité d'envoyer en un prompt une génération de tâches, une checklist, et ensuite cette checklist peut être prise par différents agents. Donc en fait, c'est pas une session, mais c'est par contre en très peu de prompts. En très peu de prompts, on peut faire générer du front et du back potentiellement en un seul prompt. Donc effectivement, si on voit la session comme ça, oui, mais pas sur la même fenêtre de contexte si possible. On évite au maximum le bruit en tout cas. Je pense qu'on va pouvoir terminer ici. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter à contact.fr ou alors sur LinkedIn ou autre réseau. On sera ravis d'y répondre. On s'était timeboxé à 1 heure, là ça fait un petit peu plus d'1 heure, donc je pense qu'on va mettre fin ici à ce webinaire. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous expliquer tout ça. Ça nous a permis de prendre du recul aussi sur ce qu'on avait fait, sur les expérimentations qu'on avait pu avoir avec Célim.
Donc voilà, merci pour votre attention et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des besoins, si vous avez des questions. On sera là.